va faire porte ouverte pour démarrer cette dernière conférence du cycle de conférences du RIFT. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à vous être inscrits ce soir. J'imagine que certains sont peut-être encore en train d'errer dans les couloirs de Zoom pour trouver la bonne salle. Donc, on va guetter la salle d'attente et les laisser entrer au fur et à mesure de leur arrivée. Je vous vois pour partie. En tout cas, je sais que vous êtes là nombreux à être connectés. Je vois les noms pour partie, les visages de certains. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette soirée. Voilà, donc cette soirée, cette dernière conférence du cycle de conférences qui a démarré à l'automne 2019, consacrée aux mutations du travail et à leur incidence sur les pratiques de formation et d'intervention dans les organisations. Cette dernière soirée, elle va être organisée sous un format un peu particulier, sous forme de table ronde, donnant la parole aux différents acteurs qui ont eu l'occasion d'intervenir tout au long de ce cycle et de préparer ce cycle qui est en gestation depuis déjà 2-3 ans, à vrai dire. Donc, on va l'organiser sous un format un tout petit peu plus interactif que d'habitude, autant que possible, parce que l'interactivité à distance, c'est aussi quelque chose qu'on est tous en train d'apprendre et de découvrir. Un peu plus interactif dans le sens où ça va être l'occasion, cette soirée-ci, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Donc, de développer d'abord un regard rétrospectif sur les 5 conférences qui se sont déroulées, qui ont commencé à l'automne 2019, qui se sont terminées avec celle de Sandra en l'art il y a 15 jours précis. Et puis surtout, de regarder le futur aussi. Finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, l'avantage, c'est qu'on voit, on essaie de deviner quelle est la tendance, la trajectoire qui est en train de se dessiner. Donc, vers où allons-nous ? Le thème des mutations, on l'avait choisi sans anticiper du tout les mutations majeures qui nous attendaient. On avait commencé ce cycle bien tranquillement en présentiel, comme à l'accoutumée, puis nous voilà tous pour le clôturer à distance derrière nos écrans par la force des choses, et cela probablement réparti dans les différents cantons de Suisse et peut-être aussi. Donc voilà, déjà rien que pendant ce cycle-ci, le monde du travail a beaucoup changé. Donc, c'est aussi l'occasion, cette soirée, d'échanger avec vous sur finalement quelles sont les tendances qui se dessinent, vers où va-t-on dans ce monde du travail en profonde mutation. Alors, cette interrogation sur le monde du travail, elle est née au sein du bureau du RIFT bien avant que j'arrive. Je suis arrivée à Genève il y a maintenant 3 ans et elle était déjà en gestation au sein du bureau du RIFT avec effectivement des tendances majeures qui se dessinaient, qui étaient bien analysées par les économistes, les sociologues du travail, les gestionnaires aussi, qui développent des analyses assez nourries des transformations du monde du travail. En même temps, des praticiens qui y sont confrontés au jour le jour dans les espaces de travail, et puis en même temps aussi peu d'espace pour penser, pour réfléchir l'incidence que ces transformations majeures avaient sur les métiers de la formation des adultes, les métiers de l'intervention dans les organisations. Donc c'est en ce sens que ce cycle a été construit pour pouvoir ouvrir un espace de réflexion autour de ces interrogations. Avec finalement un double enjeu pour les formateurs du travail. Évidemment, un enjeu, je dirais, d'adaptation à ces mutations du travail, d'identification et d'adaptation de nos métiers à ces mutations du travail, mais aussi un enjeu beaucoup plus ambitieux qui était celui d'habiliter, dirait-on, d'empowerer, de donner le pouvoir aux formateurs d'adultes pour être des acteurs à part entière de cette transformation du monde du travail et pour les faire évoluer dans le sens de davantage de développement des personnes et des collectifs de travail. Pour ce faire, nous avons tout au long de ce cycle articulé la réflexion autour de 5 axes qui ont été identifiés comme structurant ces mutations du travail. Pour chacun de ces axes, on a invité un expert externe qui est venu nous analyser la situation, mettre les choses sur papier, au clair, qui n'était pas nécessairement un expert de la formation des adultes, mais qui était ouvert au dialogue avec les formateurs d'adultes que nous sommes tous au sein du RIFT. Ces 5 axes sont les suivants. Pour rappel, on a d'abord eu l'occasion d'accueillir Christian Dutertre, qui est venu nous parler des organisations qu'il appelle réflexives, parce qu'on voulait absolument y voir plus clair sur les modes d'organisation plus souples, plus agiles, plus flexibles, plus innovants qui sont de mise aujourd'hui. On a eu ensuite le plaisir d'accueillir Antoine Geisbuller qui a jeté un éclairage sur finalement ce que la digitalisation amenait dans cet univers où pourtant le digital n'était pas de prime abord
le plus naturel des outils de travail, à savoir l'univers de la santé. En quoi est-ce que finalement l'Internet et la digitalisation ont fait leur entrée dans les métiers de la santé aussi, ils sont en train de transformer en profondeur les pratiques dans ces métiers-là. Troisième invité, ça a été le professeur Jérôme Rossier de Lausanne, grand spécialiste de la gestion des carrières de travail, qui est venu nous entretenir de la déstandardisation des parcours professionnels, déstandardisation qui est étroitement liée aux mutations du marché de l'emploi qui de moins en moins valorise, ouvre des espaces pour la carrière à vie chez un seul employeur, mais marqué par de plus en plus de fluidité, d'outsourcing, d'externalisation des emplois, de formes de sous-traitance, de nouvelles formes d'emploi, etc., etc. Donc voilà, en quoi est-ce que la déstandardisation des parcours professionnels vient interroger la formation des adultes. Quatrième invité qu'on a eu le plaisir d'accueillir, c'est Edith Favoreux, pour nous parler, elle, alors d'un sujet beaucoup plus, recherché aujourd'hui, la question du bonheur au travail, plus spécifiquement derrière cette notion-là, on peut dire qu'on met le doigt sur toutes ces aspirations très, très vivantes aujourd'hui à plus de liberté, plus de sens, plus de reconnaissance, qui sont aujourd'hui plus fortes que jamais et qui se traduisent notamment par l'aspiration à des modèles d'entreprise beaucoup plus libérés, avec toutes leurs promesses de bonheur au travail derrière. Et enfin, il y a 2 semaines, on a eu l'occasion d'accueillir une observatrice privilégiée depuis longtemps des transformations du travail et surtout de la fonction RH, c'est Sandra Hollard qui est venue nous expliquer en quoi finalement cette crise sanitaire qui nous contraint à modifier encore nos façons de travailler a encore donné un coup d'accélérateur aux transformations qui étaient à l'œuvre dans la fonction RH et en quoi est-ce qu'elle a des incidences qui se dessinent, qui commencent à se dessiner dans le monde de la formation. Ça, c'était la trajectoire d'ensemble que nous avons suivie tout au long de ce cycle. Cette trajectoire, elle a été inaugurée, j'ai eu le plaisir de l'inaugurer lors d'une conférence d'introduction qui a eu lieu il y a un peu plus un an de ça, avec ma collègue professeure à l'Université catholique de Louvain, sociologue du travail, Patricia Vendramin. Cette conférence d'introduction coïncidait, et c'est pas un hasard que la formation des adultes s'interroge sur les mutations du travail, parce que c'était en coïncidence avec les 100 ans de l'Organisation internationale du travail, mais aussi avec les 50 ans de la revue Éducation permanente fondée en 1969 par Bertrand Schwartz. Et alors, dans cette conférence d'introduction, de lancement, nous avions, sur base des nombreux travaux que Patricia Vendramin à mener dans le champ de la sociologie du travail. Nous avions déjà examiné de plus près 3 tendances fortes et leur incidence sur les transformations du monde du travail. Je les rappelle ici pour ouvrir aussi la réflexion après à l'Assemblée. La première de ces tendances était évidemment celle de la digitalisation. Alors là, les prédictions évidemment sur l'impact que peut avoir la digitalisation sur les volumes même d'emplois sont parfois extrêmement alarmistes. Patricia nous a ramené un peu plus de raison, je dirais, dans le raisonnement, en montrant en quoi les transformations industrielles du passé avaient évidemment modifié les emplois, mais sans créer les séismes qui étaient annoncés à ces moments-là. En même temps, cette digitalisation, elle a une incidence sur la nature des activités des travailleurs, puisqu'une partie des activités, et même des activités qu'on pensait non automatisables, on pense en particulier au travail d'expertise, aux tâches à haute composante cognitive qui peuvent aujourd'hui faire l'objet, être confiées à des systèmes experts. Donc la nature des activités change, donc ce qui reste dans le champ du ressort de l'humain évolue forcément pour mettre peut-être en exergue des compétences qui deviennent aujourd'hui plus saillantes parce que non digitalisables. On pense à des compétences de réflexivité, de créativité, de pensée stratégique. Bien évidemment aussi les fameuses compétences relationnelles ou émotionnelles qui sont aujourd'hui au devant de la scène. Donc, en termes de transformation des métiers de la formation des adultes, ça signifie que les métiers auxquels on forme sont en train de se transformer, mais les contenus de formation aussi sont en train de se transformer avec une demande peut-être plus forte pour des contenus qui étaient moins présents avant. Le rôle du formateur d'adultes reste
que je dirais comme à l'époque hein, de l'école sociotechnique, reste tout aussi présent aujourd'hui pour accompagner, tout aussi important aujourd'hui pour accompagner cette transformation des systèmes d'organisation sous l'effet de la digitalisation. Et enfin, on s'est posé la question aussi du rôle du formateur lui-même, qui en fait n'est pas à l'abri lui-même d'une digitalisation d'une partie de ses activités. On était là en octobre 2019, la suite de l'histoire, vous la connaissez, hein, et on est tous plongés aujourd'hui, en tout cas nous enseignants à l'université, dans l'univers de l'enseignement médiatisé à distance. Deuxième axe que Patricia a éclairé, c'est l'évolution des formes d'emploi. Hein, le fameux contrat à durée indéterminée, basé sur un lien de subordination du salarié par rapport à son employeur. Ben, ce contrat-là, dans sa forme monolithique, a éclaté pour donner naissance aujourd'hui à des formes d'emploi beaucoup plus atypiques, fort éclatées, associées à l'économie de la plateforme digitale, hein, cette gig économie, comme on l'appelle aussi, pour donner des nouvelles formes. On pense bien évidemment aux travailleurs de Uber, aux travailleurs de ces plateformes digitales, au crowdworking, etc., avec une énorme variance en termes de qualité des conditions de travail de ces travailleurs-là et d'inclusion durable sur le marché du travail. Là aussi, cette évolution du marché du travail pose de nouvelles interrogations pour le monde de la formation des adultes. La première de ces interrogations, c'est les risques accrus que subissent ces travailleurs en termes d'accès à la formation continue. Ces travailleurs qui ne sont plus liés à une relation d'emploi salarié, qui ne travaillent plus dans ce cadre-là, on peut évidemment craindre que pour eux, l'accès à la formation continue devienne de plus en plus compliqué sans support des instances publiques pour y arriver. On observe aussi, je dirais, le marché de la formation lui-même n'est pas à l'abri de cette restructuration, déstructuration du marché, avec des formats de formation, des acteurs de la formation qui eux aussi évoluent. Le format du stage de formation qui pendant longtemps a été le produit typique des formateurs d'adultes, ce format-là est un format dont on peut imaginer qu'il est on peut soupçonner qu'il est en perte de vitesse au profit d'autres formes de formation. Le métier de la formation, dans ce nouvel univers du marché du travail, évolue aussi vers un rôle d'accompagnateur de ces nouvelles formes de carrière plus flexibles. Et enfin, on pourrait aussi souligner le fait que le formateur lui-même, peut-être, incarne d'une façon cette figure du travailleur atypique, nomade, amené à travailler à distance, à la tâche, au contrat pour ses clients. Le troisième axe qu'on avait souligné avec Patricia Vendramin, c'était celui de l'évolution flagrante du rapport au travail. De génération en génération, elle soulignait à quel point, et les travaux qu'elle a menés notamment avec Dominique Méda, publié dans l'ouvrage Réinventer le travail, soulignent à quel point, de génération en génération, on est passé d'une éthique du devoir au travail à une éthique du travail pour sa valeur, de l'épanouissement personnel au travail. Le travail qui avait avant tout une valeur instrumentale et qui était vécu comme sur le mode de la contrainte, d'une obligation, est aujourd'hui valorisé pour sa dimension de réalisation de soi, d'expression des qualités individuelles, de support au développement individuel, voire comme pierre angulaire de la construction identitaire des adultes aujourd'hui. Donc là aussi, hein, cette évolution de la valeur travail dans nos sociétés au fil des générations interroge le rôle de la formation dans le monde du travail. Clairement, la formation n'a plus seulement un rôle adéquationniste d'adaptation des individus aux exigences du marché du travail, mais elle a plus que jamais, peut-être aujourd'hui, sous des formats différents, un rôle d'émancipation des individus en tout cas. Se pose la question aussi de former toutes les générations. Hein. Le monde du travail a évolué de génération en génération, mais en même temps, toutes les générations aspirent aujourd'hui à rester actives ou sont obligées de rester actives dans le monde du travail, aspirent à s'y épanouir et à trouver un certain confort jusqu'au bout. Donc, la question de la formation se pose plus que jamais pour toutes les générations. Hein. Vous savez que la formation reste toujours inégalement accessible selon l'âge des travailleurs. Cette formation tout au long des générations, pour toutes les générations, nous incite aussi à repenser de façon beaucoup plus élaborée le lien entre âge et compétences qui
est tantôt réduit à la question de l'obsolescence des compétences au fil de l'âge ou inversement un discours peut-être un peu lénifiant sur le rôle de l'âge comme vecteur d'acquisition d'expériences valorisables dans le monde du travail. Et enfin, cette évolution des valeurs, des valeurs et des aspirations des individus au travail nous invite aussi en tant que formateurs à sans doute explorer d'autres façons, à intégrer dans nos pratiques ces nouvelles valeurs, très bien incarnées d'ailleurs dans la jeune génération par ce qu'on appelle l'économie du partage, notamment illustrée par tous ces développements complètement open access qui sont partagés entre générations. Et on peut dire que quelque part le monde de la formation lui aussi peut être l'objet de cette économie du partage, en tirer les fruits peut-être et faire de chacun d'entre nous, formateurs professionnels ou non, un formateur pour les autres. Voilà un peu les évolutions que nous avions déjà pointées dans cette toute première conférence d'introduction. Je vais à présent passer la parole aux différents répondants qui ont et qui vont eux aussi tour à tour soulever quelques questions clés qui ressortent des différentes conférences que nous avons eu l'occasion d'écouter tout au long de ce cycle. Peut-être Germain d'abord qui avait... Oui, merci Nathalie. Je vais prendre la suite si tout fonctionne. Donc oui, j'ai eu la chance d'animer un petit peu l'intervention et la conférence du vice-recteur Antoine Guesbuller. Donc comme l'a dit Nathalie, qui est médecin, professeur à la faculté de médecine, qui a une chaire en informatique médicale et une chaire UNESCO sur la formation numérique médicale, qui nous a proposé une conférence sur les transformations numériques du système de santé. Système de santé qu'il a décrit comme soumis à de multiples contraintes, et on le voit aujourd'hui. Donc il y a aujourd'hui des contraintes sanitaires très fortes, mais il y a aussi des contraintes de rentabilité, des contraintes en termes de qualité des soins, et bien d'autres contraintes qui pèsent sur ce système de santé. Ce qui était intéressant dans sa conférence, c'est qu'il a donné une vision des opportunités et des contraintes que donnait le numérique. On pourrait parler de pharmacologie. Il avait une vision pharmacologique, si on veut citer un auteur qui nous a quitté récemment, qui s'appelle Bernard Stiegler. Et puis, il a souligné toutes les questions qui restaient en suspens dans ce domaine. Les points sur lesquels il a particulièrement insisté et sur lesquels je ne reviendrai pas nécessairement, c'est le fait que le numérique, de son point de vue, permettait d'optimiser le système de santé, d'augmenter la qualité des soins et de réduire les erreurs médicales, qui sont un des points clés de nombreuses réflexions dans le domaine des soins. Il a beaucoup insisté aussi sur un point, peut-être sur lequel je reviendrai juste après, qui est celle de la délégation, et notamment les nouvelles frontières entre les métiers, comment les rôles évoluaient, comment les métiers et les éléments constitutifs des métiers évoluaient, avec des périmètres dans les domaines de soins et des métiers de la santé qui bougeaient du fait de l'introduction du numérique et des compétences évidemment qui évoluaient. Comme l'a souligné Nathalie, le vice-recteur Guesbuller n'est pas spécialiste de formation. Cela dit, il a quand même souligné un point, en tout cas dans les discussions avec la salle, pour lui, une des questions centrales en termes de formation était celle de l'éducation des patients, notamment en lien avec tout ce qui est dossier patient, et le rôle du patient dans cet univers de soins un petit peu digitalisé et nouveau. Alors, si je dépasse un peu la conférence pour poser quelques jalons de réflexion, pour lancer un peu la discussion dans ces tables rondes, la première chose, et comme Nathalie l'a souligné, la digitalisation du travail n'est pas un problème nouveau, l'automatisation du travail non plus, c'est même un problème ancien. Ce qui est un petit peu particulier aujourd'hui, c'est la vitesse peut-être où cette digitalisation s'opère, c'est peut-être le fait que cette digitalisation soit généralisée à l'ensemble des professions et touche aussi des professions qui ne sont pas habituées à ces mouvements de digitalisation, notamment dans le domaine des soins, et des professions qui ont un retentissement social. C'est-à-dire que c'est des métiers valorisés, vraiment au sens anglo-saxon du terme, des professions qui sont aujourd'hui touchés par la digitalisation. Deuxième peut-être élément qui est particulier, c'est que c'est tout l'univers des services qui est aussi touché par la digitalisation, ce qui finalement entre dans nos vies quotidiennes très rapidement, puisque les services sont un petit peu à l'interface
de nos vies quotidiennes. Deuxième peut-être élément et deuxième remarque peut-être préalable, c'est que cette digitalisation se fait un peu à marche forcée. Souvent, alors aujourd'hui on le sent plus particulièrement, à marche forcée pour plusieurs raisons, parfois par une forme d'effet d'entraînement, ou si on voulait être un petit peu plus critique, on pourrait dire qu'il y a un manque d'imagination des RH, un manque d'imagination des managers, des prospectivistes ou autres métiers visant à réfléchir sur les mutations du travail. Et la seule manière d'imaginer le progrès aujourd'hui, comme il faut quand même avoir un imaginaire du progrès dans l'entreprise, c'est la digitalisation. On pourrait avoir un regard relativement critique par rapport à ce point-là, mais en tout cas, c'est un état de fait sans doute actuel. Parfois aussi par pression du marché. La digitalisation se fait à marche forcée parce que le marché est très évolutif, il y a des disruptions, on a peur de disparaître dans un monde économique et industriel qui évolue très très vite. Et puis parfois par des crises, comme on l'a vu aujourd'hui, qui d'une certaine manière augmentent le télétravail, posent la question de la digitalisation des formations de manière massive, de l'enseignement supérieur ou d'autres domaines. Évidemment, il faudrait pondérer ces positions qui peuvent être un petit peu simplistes du premier abord. Par rapport aux questions qui étaient posées pour les gens qui faisaient le retour sur les conférences, peut-être une première remarque serait, pour la première question en tout cas, quelque chose que les formateurs devraient réfléchir, à mon avis, c'est le mirage entre l'homologie, entre transformation ou digitalisation du travail et digitalisation de la formation. Ce n'est pas parce que le travail se digitalise ou se numérise ou devient de plus en plus numérique que la formation doit suivre le même mouvement. Ce n'est pas un impératif en soi. Et je pense que c'est bon de le dire parce que souvent on fait le raccourci entre ces deux choses-là. Deuxième chose qui me semble intéressante pour la formation ou les sciences de l'éducation, c'est que l'introduction du numérique, elle conduit à un paradoxe qui est qu'on rematérialise les questions éducatives. Le matériel, l'objet technique, l'objet matériel, le dispositif redevient au centre des questions en termes d'apprentissage et de développement, qu'on soit spécialiste ou non du e-learning d'une certaine manière. Ce n'est plus un objet particulier des gens spécialisés dans l'ingénierie numérique et ça devient, finalement, ça remet la question du matériel et de l'objet technique au centre des débats sur le développement des adultes, ce qui semble un point intéressant. Et il me semble aussi que, paradoxalement, ça repositionne ou ça remet un petit peu au centre des débats aussi la question des valeurs en éducation des adultes plus particulièrement, puisqu'avec ce numérique, tout un ensemble de valeurs est véhiculé. Et d'une certaine manière, ça nous oblige aussi à réfléchir à tout un ensemble de questions. Si on faisait un peu le paradoxe avec les travaux anciens de Paulo Freire, on pourrait s'interroger en termes d'aliénation ou d'oppression avec certaines technologies numériques qui nous imposent de réfléchir un petit peu autrement, ou en tout cas à réfléchir à de nouveaux oppresseurs ou à de nouvelles formes d'aliénation qu'il faudrait peut-être combattre aussi avec l'éducation des adultes. Troisième point que je réfléchissais pendant la conférence du vice-recteur, c'était la question des digital skills. Donc ces compétences dans le numérique, mais aussi ces compétences à agir dans un monde numérique, ce qui n'est pas exactement la même chose. Dans un cas, c'est peut-être des compétences en codage, et dans l'autre cas, c'est des compétences pour travailler dans un environnement de plus en plus automatisé, numérisé ou avec de l'intelligence artificielle. Et autour de ces digital skills, ma réflexion est peut-être un peu naïve pour l'instant, mais ce que je me dis, c'est qu'il ne faudrait pas en faire un concept aussi mou que les soft skills. C'est-à-dire que la pente ou le risque pour moi, que j'identifie aujourd'hui, c'est de faire de ces digital skills un fourre-tout, d'une certaine manière, de tout un ensemble de compétences qui ne sont pas véritablement référées au travail réel et qui pourraient même s'éloigner du travail réel des gens. Et donc, il y aurait sans doute une réflexion à mener là-dessus et une complexification des référentiels de compétences à penser, ou en tout cas un affinement de ces référentiels de compétences, pour ne pas tomber finalement dans le même travers qu'on retrouve parfois avec les soft skills. Alors par exemple, parmi les compétences, il pourrait y avoir des compétences à identifier le degré de confiance des automatismes,
des compétences de délégation à une intelligence artificielle, des compétences de contrôle et de surveillance de processus automatisés, des choses qu'on connaît déjà, par exemple, ou des compétences à alimenter de l'intelligence artificielle. Mais il faudrait à chaque fois référer un peu ces nouvelles compétences au travail réel des gens et à ce qu'ils font en situation de travail. Dernière chose, il me semble aussi que la réflexion ne doit pas porter uniquement en termes de digitalisation quand on est en éducation des adultes sur les compétences utiles au marché du travail. Et donc il faut réfléchir également aussi à une éducation des adultes non utilitariste et un petit peu à distance de ces questions de compétences, par exemple, qui pourraient se questionner sur l'impact du numérique sur les formes de transmission et l'évolution des formes de transmission. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une transformation du rapport au savoir avec le numérique qu'il faudrait étudier, préciser. Notamment, il y a sans doute souvent on confond souvent information et savoir. Ce n'est pas parce que le numérique ou le web amène l'information au plus près des gens qu'il amène nécessairement du savoir. On peut le voir notamment avec ce qui se passe dans les élections américaines ou à d'autres endroits. Mais voilà, il y a un rapport au savoir qui se transforme et qui doit être questionné, il me semble. Il y a des pratiques et des métiers qui se transforment avec des pertes de sens assez massives, notamment lorsqu'il y a l'introduction d'outils numériques. Quand le vice-recteur nous parle de périmètre de métiers qui se transforment, c'est aussi des métiers qui se perdent d'une certaine manière, mais pas qui se perdent au sens qu'ils disparaissent, mais qui se perdent au sens du point de vue du sens. C'est-à-dire que les gens ne font plus sens de leur métier avec l'introduction de certains objets numériques. Donc il faut réfléchir à ces choses-là. Il y a des articulations entre activités individuelles et collectives qui se transforment, des expertises qui se renversent, tu l'as dit Nathalie. L'expertise, du coup, ne se retrouve plus nécessairement derrière les années de travail, mais une expertise numérique qui peut apparaître très très vite et qui peut faire des fractures dans les collectifs. Et puis, il y a une charge de travail qui augmente très massivement comparativement à tous les discours. Le numérique n'est pas forcément très aidant, ou alors il est aidant, mais on rajoute d'autres tâches aux professionnels, et donc la charge de travail augmente en général avec l'automatisation, ce qui est un paradoxe de l'automatisation. Et donc, de ce point de vue-là, la formation des adultes, et pour moi, les formateurs d'adultes doivent être vigilants par rapport à ces évolutions-là, d'évolution de charge de travail également. On doit aussi lutter contre des logiques substitutives en termes de numérique. Le numérique ne doit pas substituer aux professionnels, mais il doit plutôt les aider dans leur activité quotidienne pour le futur. Si je réfléchis à la deuxième question qui était proposée très rapidement par rapport à la lecture de l'intervention du vice-recteur, il me semble que du point de vue de l'intervention, ça pose plusieurs questions. La première, sans doute, c'est que l'ingénierie de formation éducative doit être de plus en plus large et complexe. Alors qu'elle peut plus se limiter simplement à réfléchir à l'enchaînement des contenus ou autre, mais l'ingénierie devient une ingénierie de systèmes socio-technico-organisationnels de plus en plus complexes dans lequel on retrouve le numérique et dans lequel on retrouve toutes les transformations du travail que Nathalie a aussi évoquées. Et donc, il faut sans doute que le formateur d'adultes soit capable de faire des nouvelles alliances dans les projets de conception et travaille de plus en plus dans l'interdisciplinarité, ce qui est vraiment très difficile, car c'est souvent difficile de faire ces intégrations dans des interventions très concrètes, mais en tout cas, il y a sans doute ce besoin-là. Et puis, le deuxième besoin que moi j'identifie, sans doute, c'est pour ne pas être un petit peu à la traîne de ces mutations du travail, je pense qu'on manque d'ateliers prospectifs en éducation. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas au futur métier de l'éducation de manière outillée, avec des méthodes de prospectivistes, pour aussi accompagner et ne pas être en réaction de mutation du travail, mais aussi les réfléchir peut-être en amont. C'est la première chose pour les professionnels de la formation. Mais on peut aussi faire participer les acteurs
faire participer les opérateurs, les travailleurs à ces ateliers prospectifs aussi, pour qu'ils s'approprient d'une certaine manière aussi les évolutions du travail. Et ces ateliers prospectifs peuvent être vecteurs de formation, de développement dans des collectifs de travail pour éviter justement des dérives un petit peu néfastes de ces transformations et mutations du travail. Ouais, je m'arrête là, je pense que j'ai largement dépassé le temps qui m'était donné. Voilà, je pense que c'est moi qui rebondis sur, sur la présentation de Germain pour faire un bref topo aussi des apports de la conférence de Sandra Hollard. On associe ces deux conférences parce que toutes les deux, elles interrogent davantage les transformations du travail sous l'angle notamment des nouvelles technologies. Et je pense que dans sa conférence aussi, Sandra a directement pointé cet effet-là, les transformations qui étaient déjà à l'œuvre dans le monde du travail, d'une part, avec la crise sanitaire, elles ont connu un coup d'accélération. C'est en particulier vrai du travail à distance et du travail à distance, du télétravail, donc du travail à distance outillé des outils technologiques. Et d'autre part, on observe, elle pointait aussi un effet presque inverse qui serait de nous amener à un retour aux bases de l'activité de travail, aux bases de l'activité professionnelle. Je vais peut-être en dire 2-3 mots. Le travail à distance, ben voilà, il était déjà en route avant que la crise sanitaire ne se pointe. Et je pense que tous nous avons été extrêmement surpris de la rapidité avec laquelle, à l'échelle mondiale, on a pu faire ce grand saut finalement dans le travail à distance. Quelque part, bien, nous étions, on pourrait dire, technologiquement prêts pour y aller, hein, en tout cas pour une partie de la population. Et en même temps, on a pu, au fil de ces quelques semaines et mois de travail à distance, mesurer ressentir presque, hein, expérimenter les défis énormes que pose ce travail à distance. Dans les défis, un de ces défis, réinventer le collectif. Hein, et typiquement, les métiers de la formation sont des métiers où le collectif est un levier d'apprentissage à part entière. C'est vrai en formation initiale, c'est presque encore plus vrai en formation des adultes, hein, où on peut paraphraser Philippe Carré, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Eh bien, comment est-ce qu'on recrée du collectif en situation de travail quand on travaille à distance? Et en particulier, comment est-ce qu'on recrée du collectif en formation quand, pour des questions d'obligations sanitaires, en tout cas temporairement, la formation doit se tenir à distance. On voit clairement en formation continue à quel point l'aspiration au présentiel est présente, hein, et l'importance de l'informel. On retrouve presque le sens, on a redécouvert dans ce travail à distance le sens du rapport, du contact physique, presque du contact des sensations, du plaisir d'être ensemble, de tous ces signaux qui ne passent pas par l'interface de nos écrans d'ordinateur. Donc, premier challenge du travail à distance, la question du collectif qui se pose tant pour le travail que pour la formation. Deuxième challenge, directement lié avec celui-là aussi, c'est que devient le rôle du manager dans ce travail à distance. La relation managériale, déjà pas simple, je dirais en temps ordinaire, bien voilà, la voilà encore soumise à un défi de plus. Comment est-ce qu'on gère une équipe à distance? Et comment est-ce que quand on doit être un manager coach, pour reprendre la terminologie aujourd'hui, quand le manager doit aussi avoir un rôle de formateur, hein, comme c'est le cas quand la fonction formation est réintégrée dans les collectifs de travail, bien comment est-ce qu'on joue son rôle de manager coach à distance? Autre question de base que soulève cette expérience du travail à distance, c'est la question des espaces propices au travail. Et je dirais, la question, elle se pose pour l'espace de travail. Où est-ce qu'on est bien confortable pour travailler, hein, dans son bureau, mais chez soi, ailleurs? Et comment, dans ces nouveaux espaces de travail, finalement, on s'est rendu compte à quel point il était important de penser très, très finement l'agencement de ces espaces de travail pour faciliter la bonne réalisation du travail lui-même. Et bien, quelque part, le raisonnement, il se pose aussi en matière de formation, où on a découvert, je pense, tant du côté formateur et enseignant que du côté apprenant, étudiant, à quel point l'espace classe, cet espace-classe qui a des relents encore fort scolaires, hein, et qui aujourd'hui paraît quelque part un peu désuet, à quel point cet espace-classe
constitue aussi un espace protégé des distractions externes, protégé des influences externes, protégé des relations organisationnelles, des relations hiérarchiques, etc. Un espace particulièrement propice à la concentration et à l'apprentissage. Eh bien, cet espace-là, on s'est rendu compte, on a réalisé à quel point il est extrêmement difficile à reconstituer à distance. Donc, le télétravail à distance interroge aussi la question de l'espace, interroge aussi la question de l'accès à ces modes de travail et de l'accès à la formation. Je pense que plus que jamais, on a perçu à quel point et les conséquences économiques de la crise sanitaire vont suivre une ligne de fracture qui est de plus en plus évidente, qui est celle de la fracture numérique entre les travailleurs qui ont pu continuer leur activité à distance et ceux dont l'activité a été malmenée ou a même dû s'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas se poursuivre à distance. Eh bien, ces inégalités qui se creusent dans le monde du travail suite à cette fracture numérique, on peut aussi imaginer à quel point elle se creuse dans le monde de la formation des adultes quand on est contraint d'enseigner via ces outils numériques. Alors, pour une partie d'entre nous, et je pense pour ceux qui sont là présents ce soir, qui sont venus assister à cette conférence à distance, ça peut paraître une voie d'apprentissage accessible, de passer par l'interface. On imagine bien à quel point pour certaines catégories de travailleurs, mais aussi pour tous ceux qui n'ont peut-être pas encore, qui n'ont pas accès au monde du travail, à quel point apprendre de cette façon devient une entreprise compliquée. Et alors, enfin, je dirais aussi peut-être peut-être pas défi, mais dernier élément que ce travail à distance a mis en évidence, c'est quelque part un effacement des structures organisationnelles au profit d'une centration sur l'activité. Finalement, ne reste, quand on travaille chez soi, à distance, ne reste que le cœur du travail, ce que l'on a à faire chaque jour, et le contexte organisationnel avec tout son cortège de relations de travail, de relations hiérarchiques, son cortège de rôles, etc. Le contexte organisationnel dans lequel prend place cette activité, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ça semble en tout cas être une réalité. Donc voilà un peu pour ce que nous amène le travail à distance. Et en même temps, cette crise, je le disais, ça c'est quelque part un coup d'accélérateur à des tendances qui étaient déjà présentes. Ce que Sandra a bien mis en évidence aussi, c'est à quel point cette crise aussi peut-être nous amène, et les évolutions du monde du travail, nous amènent à recentrer la fonction ressources humaines sur ses bases. Sandra me corrigera, je vois qu'elle est là, sur ces bases. Et ces bases, quelles sont-elles? C'est d'abord le métier, le cœur de métier, l'activité qui est au centre opérationnel de l'organisation. Que font les gens? Quelle est la mission de cette organisation et que font finalement les membres de l'organisation pour contribuer à cette mission-là? Donc, une recentration sur le métier. Et aussi une recentration sur ce qui était quelque part, alors on peut dire la centration sur le métier, bien c'est tout l'héritage, un héritage qui a 100 ans déjà de l'organisation du travail, avec une réflexion sur mais finalement que fait le travailleur et comment fait-on son travail le plus efficacement possible dans un monde où le travail évolue. Mais il y a aussi une recentration sur, je dirais, la deuxième génération de responsables de responsables des ressources humaines, à savoir celle qui était la génération des humanistes, appelons-les comme ça, la génération centrée sur l'humain, avec aujourd'hui la mise en avant de tout le rôle de la fonction RH pour prendre dans ce qu'on appelle le care, pas seulement les métiers du care, mais à quel point le collectif du travail, l'organisation a finalement aussi une responsabilité sociale qui est première et qui est apparue particulièrement saillante avec cette crise sanitaire, c'est celle de prendre soin de la santé physique d'abord, éviter simplement que les travailleurs ne soient exposés à ce risque sanitaire, prendre soin de la santé physique et puis on le voit de plus en plus, avec de plus en plus d'évidence, prendre soin aussi de la santé mentale des travailleurs, à quel point le travail est aussi une activité qui peut être salutaire du point de vue de la santé des travailleurs et à quel point il est important d'en prendre soin. Ça aussi, ces tendances-là, cette recentration de la fonction ressources humaines sur le cœur de métier et sur l'importance du soin apporté aux travailleurs dans l'organisation, eh bien ça va nourrir quelque part de nouvelles préoccupations en matière de contenu de formation,
contenus de formation qui ont, selon les analyses de Sandra, tendance à se recentrer sur l'activité, mais aussi tendance à se recentrer sur les grandes questions de société, la santé mentale, le care, les questions sociales, les questions écologiques, etc., qui aujourd'hui, on l'a vu, je pense encore avec la conférence d'Édith Favreux, qui aujourd'hui arrivent à l'avant-plan de la scène. Ce qui est intéressant, ce qui était particulièrement intéressant aussi dans la conférence de Sandra, c'est qu'elle finalement, on s'attendait à avoir une conférence sur l'entrée du digital dans les métiers de la formation, et comme l'a bien dit Germain aussi, hein, le raccourci, il ne faut peut-être pas le faire trop rapidement, parce qu'effectivement, ce sur quoi Sandra a attiré notre attention en matière d'évolution des pratiques de formation récemment, encore et particulièrement en France, sous l'effet de la nouvelle législation qui a été votée, c'est à quel point on est en train de retrouver, de mettre en place des formes mieux gérées, plus formalisées, d'apprentissage au plus proche des situations de travail. Ça s'incarne en France par cette pratique qui est aujourd'hui reconnue dans la loi, qui est l'apprentissage, formation en situation de travail, avec une nouvelle figure du formateur qui émerge, qui est ce formateur qui va observer le travailleur en activité et jouer un rôle de miroir, d'écoffe, se faire un vecteur de réflexion, de réflexivité dans la façon de conduire son activité. Il y a eu le débat reste ouvert sur dans quelle mesure cette figure-là du formateur se rapproche-t-elle d'une autre figure du formateur extrêmement bien connue en Suisse, celle du tuteur, et de son rôle central dans la formation professionnelle. Voilà une série de questions qui étaient soulevées par cette seconde conférence. Merci Nathalie. Je propose que le temps passe vite et qu'avec mon collègue Alain Girardin, on anime rapidement un espace de discussion, de contribution. L'idée, comme tu l'as dit, ce n'était pas de faire une conférence, mais de rappeler les grands thèmes. Et puis, on peut ouvrir la discussion soit par le chat, soit par la prise de parole. Ça peut être des réflexions qui poursuivent ce qui vient d'être dit, des commentaires aussi sur ce que ces conférences ont pu amener ou ce que ces éléments de rappel vous amènent à penser pour la suite. Ou ça peut être des questions plus précises à l'un ou l'autre de nos rapporteurs. On a aussi Sandra Enlard et puis Édith Favreux qui sont présents donc, en tant que conférenciers. Allons-y, sans autre. Qui souhaite s'exprimer, apporter une réflexion à ce contour des deux conférences autour vraiment des transformations numériques et de l'organisation du travail? On gardera la question plus de la santé dans un deuxième temps. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Vous pouvez utiliser le chat, lever la main. Germain a posé un certain nombre d'éléments, peut-être de débat. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rebondir sur certains éléments qui ont été posés de manière un peu provocante, le cas échéant? Non. C'était une table ronde, hein, donc il faut espérer que le style de la table ronde soit pris en charge. Pas plus, pas de commentaires. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, allez-y, sans autre. Oui, alors, j'ai bien aimé en fait tout l'aspect un peu regard critique qu'on a eu avant sur toute cette problématique de la digitalisation et de la formation des adultes. J'ai bien aimé cette réflexion qui dit qu'en fait, sous couvert de digitalisation, on a aussi un peu tendance à masquer en fait finalement toutes les évolutions qu'il y a dans le monde du travail, les modes d'organisation, etc. Et qu'on met en fait, on met la digitalisation à toutes les sauces. Et c'est devenu le mot à la mode partout à l'heure actuelle. Mais il y a un élément que je trouve, moi, que personnellement, je vis dans mon activité de tous les jours. Je suis formateur dans une grande banque. Il y a aussi ce risque avec la digitalisation, c'est qu'en fait, c'est qu'on individualise complètement en fait l'aspect formation. C'est qu'en gros, vous êtes responsable, ce côté ownership, vous êtes responsable de vous former, on vous met à disposition du matériel et puis en gros, débrouillez-vous, quoi. Et en fait, je pense qu'on oublie complètement justement ce dont on parlait juste à la fin là maintenant, cet aspect collectif
le fait de pouvoir échanger, de se confronter. Et là, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, peut-être de réfléchir par rapport à ça et finalement des dérives que peut avoir la digitalisation en matière de formation et notamment en matière de formation d'adultes. Très bien, merci beaucoup pour cette réflexion. J'ai vu qu'il y avait sur le chat une question tout à l'heure adressée à Germain, peut-être en lien avec ce qui vient d'être dit aussi, toute la question de la littératie numérique chez les adultes. Donc, est-ce que c'est un enjeu à la fois individuel pour les personnes, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé, ou c'est aussi des enjeux de collaboration numérique, hein, comme on vient de l'entendre, possiblement? Germain, la question ne s'adresse pas forcément à toi, mais dans la réflexion. Oui, je remercie mon collaborateur de me poser une question comme celle-ci. Non, pour aller un peu de l'avant, oui, bien sûr que je trouve qu'il y a un enjeu autour du développement de la littératie numérique chez les adultes. Après, notamment, bon, on voit très bien comme ça, très spontanément et de sens commun, on se fait tous l'image des personnes âgées devant leurs écrans d'ordinateur et autres, mais comme l'a bien souligné Nathalie, là encore, ce n'est pas une question d'âge, c'est bien plus complexe que ça. Hein. C'est comme, finalement, c'est des situations de vulnérabilité numérique qui s'imposent à nous au même titre que d'autres types de situations de vulnérabilité. Et donc, c'est une réflexion à avoir, comme il y a en termes de littératie traditionnelle, mais il faut éviter les pièges de catégories de personnes et essayer de penser en termes de situations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des situations de vulnérabilité numérique? Elles peuvent être multiples, elles peuvent être liées aussi à différents éléments de contexte et de contraintes qui font que les gens ne sont pas sont pas dans le bon écosystème qui leur permet de fonctionner avec tout l'univers numérique. Très bien, merci. D'autres questions, commentaires pour relayer ça ou partir sur un autre sujet qui vous a intéressé ou qui vous semble important à partager? Laurent. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Je voulais juste peut-être rebondir sur un aspect qui a été restitué par Nathalie Delob à propos de la conférence de Sandra Enlard qui portait sur la question du télétravail et de la réinvention des collectifs. Et je voulais peut-être rebondir un peu sur ce point-là parce que ça me semble assez important de voir aussi ce que le développement rapide du télétravail, en particulier dans le contexte pandémique actuel, a aussi révélé, ça a été dit un peu en filigrane par Nathalie, mais un peu notre besoin de relations humaines et d'informel et de ce côté aussi social et relationnel du travail qui nous fait aussi cruellement défaut dans cette période de télétravail relativement forcé et intensif. Et donc, ma réflexion était aussi de montrer que dans un contexte de mutation digitale, en effet, importante et de pratiques de travail qui sont amenées à être très profondément bouleversées et rapidement, il me semble qu'il y a aussi une forme de révélateur d'un variant du travail, en tout cas des besoins du travail, en particulier cette dimension sociale, collective et informelle peut-être des relations au travail. Et voilà, c'était juste une réflexion de montrer aussi que, on parle beaucoup, il y a cette rhétorique de la mutation, de la révolution en permanence, mais il me semble qu'il y a aussi un espèce de phénomène parallèle ou un peu comme la force d'Archimède, une espèce de force qui compense et qui, en quelque sorte, montre que derrière toutes ces mutations, il y a aussi des invariants et des besoins peut-être qui restent intacts, en particulier pour ce qui concerne ces aspects peut-être plus informels du travail. Voilà, c'est une réflexion, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais c'était merci un écho à la synthèse qui a été faite. En tout cas, on sent bien dans un certain nombre de situations que ce qui a été dit, hein, comme la classe semblait désuet ou perdait un petit peu de dynamisme ou d'attrait, reprend tout d'un coup par manque. Hein. On est vraiment dans cette logique, quand on en a beaucoup, on est finalement presque saturé, et quand on en manque, on reprend la mesure de cette perte finalement. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Oui, sur le chat, il n'y a pas que des inepties, il y a aussi des questions intéressantes. Donc, une question pour Germain sur le concept de pharmacologie que tu as évoqué en citant Stigler. Si tu veux en ajouter quelques mots, et comment est-ce que ça peut être utile, ce concept, pour penser la formation? Utile pour repenser la formation, je ne sais pas, hein. C'est un outil qui est utile pour lui pour penser un petit peu penser des phénomènes sociaux et notamment quand il parle de certains courants politiques, qui parlent de numérique, il utilise ce terme de pharmacologie qui renvoie évidemment à la pharmacie, aux médicaments et à l'idée que finalement le numérique c'est comme les médicaments, si c'est à petite dose, ça n'a pas d'effet, si c'est à trop grosse dose, c'est néfaste. Et d'une certaine manière, pour lui, l'idée derrière, c'est que le numérique, eh ben, toute la subtilité est dans le dosage. Bon, il ajoute aussi, enfin, il ajoutait, pardon, il faut que je parle au passé aussi, hein, toute une réflexion sur comment faire de la conception collaborative pour associer les utilisateurs aux problèmes du numérique et finalement développer aussi une éducation de l'attention par rapport au numérique si on utilise d'autres auteurs. Et donc, peut-être, alors, si on réfléchit en termes d'information, c'est la question du dosage. La notion de pharmacologie, ce qu'elle amène dans tout ça, c'est une réflexion sur le dosage de ce qu'on peut faire en termes soit d'introduction de numérique, soit en termes de transformation visée avec le numérique. C'est peut-être cette idée de curseur qu'elle nous aide à penser un petit peu. Et de ne pas être ni dans du technophile, ni dans du technophobe, dès lors qu'on réfléchit à ces outils numériques. Très bien. Il y avait une question sur le chat aussi qui s'adressait à Sandra en larmes et qui a dû nous quitter. Donc, je ne sais pas si Nathalie ou quelqu'un d'autre qui a entendu la conférence de Sandra voulait peut-être juste préciser un tout petit peu le débat autour de la posture, parce que tu as repris l'exemple du tuteur ou des formateurs très proches de l'apprentissage dual en Suisse. Et c'est vrai que Sandra avait quand même insisté pour dire que ce n'est pas exactement ça. Donc, on ne va pas refaire toute la discussion, mais juste peut-être pour la réactiver un peu dans notre mémoire. Oui, il va la réactiver. Je pense que la tension centrale dans la différenciation entre cette position d'accompagnateur, de formateur en situation de travail versus de tuteur, c'est, je pense, d'une part, le rapport entre le formateur et l'apprenant, où le tuteur est perçu comme étant dans un rapport de type, on va dire, maître-élève, dans le bel héritage, je vais dire, du compagnonnage. Et le rapport au savoir aussi, une expertise qui existe et qui quelque part se transmet dans l'apprentissage avec le rôle du tuteur qui est central dans cette opération de transmission. Et à l'inverse, si j'ai bien compris, mais je ne suis moi-même pas familière de ces pratiques de formation en situation de travail qui sont seulement en train d'émerger en France, quelque part, c'est un espace nouveau qui s'ouvre grâce à la loi de 2018. En tout cas un espace plus formalisé, le rôle du formateur en situation de travail est davantage un rôle, on dirait, inspiré de l'analyse de l'activité, où il a d'abord un rôle d'observateur, de restitution, et à partir de là, il amène en fait, alors je ne suis pas moi-même spécialiste de l'activité non plus, je laisserai Germain prendre la parole s'il veut compléter, mais à partir de là, le formateur a un rôle de mise en réflexion de la personne elle-même face à des activités dans lesquelles elle ressent certaines difficultés pour pouvoir dépasser et mettre en place des solutions nouvelles dans la façon de faire face à ces activités-là. Donc, il y a le rapport, la notion même du savoir-faire préexistant, ancestral qui se transmet versus savoir qui se construit par le sujet au travail. Et la question de la relation entre le formateur, tuteur versus l'apprenant sont vraiment, à mon sens, différentes dans les deux cas de figure. Merci. En tout cas, on voit qu'on est au carrefour, dans le fond, de deux tendances qui vont vraisemblablement converger. D'un côté, le digital qui pose la question de la posture et des compétences du formateur avec ce qui a été apporté. Et puis, de ce côté-là aussi, la question d'un formateur qui va se transformer en se rapprochant de la place de travail et en prenant peut-être aussi une autre posture que celle de tradition. Oui. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que derrière ça interroge aussi plus fondamentalement quelque part la notion de compétence. Existe-t-il
des compétences métiers qu'on peut à un moment donné stabiliser et auxquelles on peut se former, ou versus finalement les compétences métiers sont-elles constamment réinventées face aux situations dans lesquelles on est plongé, quoi. Est-ce que le temps passe, il est presque 18h30, est-ce qu'il y a encore… oui, Donald? Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de ces conférences, c'était absolument passionnant. Juste comme moment de réflexion, merci Stéphane, sur la notion de précarisation qui a été mise en avant par Nathalie au début, qui est un peu quand même une lame de fond qu'on observe de plus en plus, encore plus en situation de crise, et le positionnement de la formation continue des adultes par rapport à cette forme d'ubérisation. Alors effectivement, on développe une plus grande flexibilité, une modélisation toujours croissante des propositions de formation. Alors quand même, ce qui a été mis en avant par Laurent Filietta, c'est l'importance de revenir par contre-coup sur l'importance de la relation, d'une certaine durée. Et c'est très important pour moi de savoir votre point de vue, peut-être qu'à développer pour l'année prochaine, sur comment se positionne la formation continue des adultes par rapport à cette situation de précarisation croissante et d'ubérisation du travail. Est-ce qu'elle est là pour accompagner en diversifiant toujours plus, adaptant toujours plus, en morcellant toujours plus sa proposition ? Ou est-ce qu'elle va contraster en essayant de créer des troncs communs qui permettent de rassembler encore les gens autour de valeurs communes? Voilà, c'est une question ouverte. Merci. Est-ce qu'il y a une piste de réflexion ou un commentaire parmi les collègues? Daniel? Ouais, moi, je m'interroge beaucoup sur la question du digital comme technique et donc la manière dont cette technique est appropriée et utilisée par l'humain. Et une des choses qui ont été dites, notamment par Simondon, je suis au début de mes lectures, donc je ne connais pas forcément encore très bien ces auteurs, mais ce que j'avais pu comprendre, c'est que la technique, l'importance de la technique en tant qu'outil créé par l'homme et qui transforme à son tour l'homme. Et donc, comment est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait finalement de la technique, des objets digitaux d'aujourd'hui? Et ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est qu'ils sont finalement au service d'un système capitaliste, d'un système qui favorise la rentabilité et qui donc sont au service fondamentalement d'objectifs économiques. Donc, je pense que c'est très important de s'interroger, je fais lien avec ce qu'a dit Laurent Filietta tout à l'heure, sur l'importance de réfléchir à l'utilité, à l'impact de ces outils sur peut-être les relations entre les humains et la manière dont ils peuvent rendre les humains plus ou moins. Et toute cette ubérisation, finalement, c'est une autre preuve de la manière dont on est en train d'utiliser ces outils au service d'objectifs qui sont peut-être tout sauf que humanisants et au service typiquement de l'éducation, par exemple, au sens humaniste du terme. Merci, Daniel. Si je peux me permettre, je trouve très intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement clé aujourd'hui, qui est de savoir si aujourd'hui la formation pour adultes, est-ce qu'elle accompagne en fait ce changement, cette espèce d'ubérisation du travail. Donc en gros, est-ce qu'on accompagne cela en essayant de faire en sorte que les gens s'adaptent le mieux possible à ce changement? Mais c'est-à-dire quelque part aussi, on accompagne aussi une individualisation à l'extrême finalement de l'employé ou de la personne à former. Donc je pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire mais où est-ce qu'on va? C'est-à-dire la formation aujourd'hui, où est-ce qu'elle va? Quel est finalement son rôle? Quel est finalement son but? Est-ce que son but c'est d'accompagner les changements tels qu'ils sont aujourd'hui, et on voit cette ubérisation. Est-ce que finalement la formation doit également s'ubériser? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Ou alors, au contraire, comme on peut le voir, et même nous aujourd'hui dans ce mode de fonctionnement, on se rend compte que c'est difficile de prendre la parole avec cet outil-là. On a tendance à se cacher derrière. Moi, je vois dans mes formations, les gens préfèrent 15 000 fois écrire dans le chat plutôt que d'ouvrir leur micro ou mettre leur caméra. Donc, on se rend compte que là aussi, il n'y a pas uniquement en fait une question d'outils, il y a également une question d'enjeu au niveau de qu'est-ce que l'on veut faire avec la formation. Nathalie, merci. Oui, je pense que cette question-là sur le rôle de la formation des adultes dans cette économie ubérisée, on va dire, elle est extrêmement centrale. Et effectivement, on doit se positionner, je pense, de façon assez, enfin, à mon sens, assez ambitieuse, dans le sens où on n'est pas là seulement… Parce qu'il y a une vraie… Enfin, je veux dire, l'ubérisation du travail, c'est du taylorisme, mais sans les acquis sociaux du taylorisme. Et parmi les acquis sociaux du taylorisme, il y a l'accès, le droit à la formation, qui est un des acquis durement négociés tout au long du… Et ces travailleurs-là échappent à ça. Alors, on peut se dire, finalement,
sous le couvert d'individualisation à eux de se prendre en charge et on leur met des outils. Je pense que le formateur d'adultes peut être plus ambitieux que ça et il est bien placé pour montrer il y a quelque chose de fondamentalement, comment dire, un mauvais calcul dans cette économie ubérisée parce que je dirais même en stratégie d'entreprise, on sait que la valeur ajoutée du travailleur, elle ne réside pas uniquement dans le travailleur individuel, mais elle réside dans la force du collectif, dans la façon dont les travailleurs vont pouvoir être solidaires les uns avec les autres, se soutenir, être inventifs, développer des nouvelles façons de faire, développer une forme de loyauté aussi à leur organisation qui permet de faire face et d'être réactif en cas de coup dur. Et le formateur aujourd'hui doit pouvoir plus clairement affirmer le rôle qu'il a dans la construction de ces collectifs qui sont en soi un des produits de la formation et un des produits de la formation, un des résultats, je devrais utiliser ce mot-là, un des résultats de la formation qui est utile aussi dans une logique économique pour l'employeur. Et l'autre point où je pense le formateur d'adultes a un rôle clé dans cet univers ubérisé, c'est que les trajectoires de formation professionnelle, métiers de formation continue, en dehors, même si elles ne sont pas commanditées par l'employeur, sont des espaces où se recréent d'autres communautés professionnelles et où on peut retrouver à la fois une identité métier, même si c'est des métiers en pleine évolution, des métiers tout à fait neufs qui ne correspondent pas encore à des parcours de formation extrêmement stabilisés, standardisés. On peut retrouver une identité métier, on peut retrouver du réseau, etc., même si ce ne sont plus des identités métiers et des réseaux qui sont directement liés à l'emploi pour une entreprise XY, une organisation XY. Merci Nathalie. Germain, un petit commentaire et puis on basculera sur la deuxième thématique. Ouais, très rapide sur l'ubérisation. Ouais, je pense que ça nous questionne très profondément sur le système de formation professionnelle. C'est-à-dire que le système de formation professionnelle tel qu'il est pensé aujourd'hui n'est pas pensé pour ces métiers ubérisés, intermittents, un petit peu en miettes, mais pour des corps professionnels un peu différents. Je pense aussi que sur la question de faut-il accompagner ou non, c'est une question de valeur. Et, les formateurs des adultes ne constituent pas un ensemble cohérent de personnes avec les mêmes idées politiques, heureusement. Mais du coup, ça nous interroge sur l'engagement politique qu'on doit avoir en formation des adultes. Et chacun doit faire son choix et doit mettre sur la table d'une certaine manière un peu les positions qu'il adopte sans qu'il y ait une bonne et une mauvaise position. Voilà, moi j'ai assez critiqué les choses pour que vous voyez ma position, mais je pense qu'il ne faut pas penser que les formateurs des adultes sont un groupe si homogène que ça. Et puis peut-être deux autres réflexions. Il me semble qu'il y a aussi une opportunité dans ces métiers qu'on voit de manière négative, mais c'est aussi des métiers intermittents, je viens de le dire, et que le modèle qui est derrière et qu'on pourrait développer, c'est le modèle des intermittents du spectacle, et ça veut dire qu'il y a du temps libéré aussi. La question, c'est qui investit ce temps libéré? Est-ce que c'est les GAFA ou est-ce que c'est la formation et l'éducation? Et potentiellement, on pourrait imaginer qu'on réinvestisse le temps de loisir ou qu'on réinvestisse des temps libérés par de nouvelles modalités d'organisation du travail plus intermittentes, mais dans des visées d'émancipation, de développement et autres. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que l'éducation populaire qu'on peut penser parfois poussiéreuse ou qui est vue de manière poussiéreuse par le politique ou par l'extérieur, elle a quelque chose à dire et elle a peut-être quelque chose à réinvestir parce que sans doute qu'elle est en avance ou qu'elle était en avance par rapport à certaines de ces questions-là. Et je pense qu'elle a sa place et qu'elle devrait avoir sa place dans le débat public. Et puis, dernière remarque par rapport à Donald, et c'est en lien avec ce que je viens de dire sur l'éducation populaire, je ne suis pas sûr que la formation continue académique, et je le dis en dirigeant un programme, soit complètement adaptée à ce monde numérisé, ubérisé, intermittent. Et je trouve qu'on c'est pas un public qu'on a et c'est pas un public auquel on s'intéresse et auquel on offre des solutions. Merci, ça nécessiterait sûrement de continuer la discussion, mais ça pose un certain nombre de points. Je passe rapidement aux deuxième thématique, puisqu'on a aussi 3 collègues qui vont nous replonger dans les conférences qui tournaient autour de construction du sens, santé au travail, tout ce qui a tourné autour des conférences de Christian Duterte, Jérôme Rossier et Edith Favoreux. Donc, on a Stéphanie, Nathalie et Marie-Vonne. Le temps passe, donc on va vous adresser la parole et puis on vous laisse faire peut-être un package comme ça des messages et des réflexions. Stéphanie.
du coup. Merci. Ouais. Alors du coup, effectivement, je vais discuter de la conférence de Christian Dutertre, donc, qui a eu lieu en novembre 2019, autour des mutations du travail et l'organisation réflexive. Donc, Christian Dutertre est économiste et défend dans ses travaux une approche pluridisciplinaire dont les 3 socles sont une économie qu'il nomme coopérative, une économie, oui, coopérative, l'ergonomie de l'activité et la psychodynamique. Et donc, dans sa perspective qui se distingue d'une grande majorité des économistes, il s'intéresse au travail non pas dans son rapport monétaire ou à la question de l'emploi, mais comme activité. Et à cet égard, il empoigne les questions du travail à travers des processus de création selon 4 dimensions essentielles, qu'il considère comme essentielles. Et donc, il considère que le travail permet à la fois la création de valeurs, de biens et de services, qu'il n'existe pas de travail, de valeur sans travail. Il permet aussi la création de liens sociaux, qui contribuent également à la construction personnelle des individus, des travailleurs, mais aussi au niveau politique, en ce que les arbitrages des travailleurs, lorsqu'ils travaillent, ont une portée sociale plus large. Et donc, Christian Dutertre nous a exposé 5 grandes mutations structurelles qui impactent le travail. Donc ici, sans rentrer dans le détail, je rappelle les grandes lignes. Donc, il y avait tout d'abord une forte augmentation des activités de service qui conduit à agir sur les personnes, sur les organisations, plus que sur des biens matériels. Cela a conduit à considérer le travail plus uniquement dans un rapport hiérarchique, mais également dans une logique de collaboration ou de coproduction avec des bénéficiaires et des demandes sociales. Ensuite, il explique le rôle aussi stratégique de la dimension immatérielle, notamment comment l'économie se base plus sur la valeur produite que sur les ressources mobilisées. Donc, dans les activités de service, il devient dès lors difficile de mesurer les effets immédiats du travail de manière tangible. Il y a donc une forme d'incertitude constante sur la pertinence du travail réalisé. Il évoque aussi par la suite le développement des nouvelles technologies, la digitalisation, le numérique, qui nécessitent de se mettre d'accord entre acteurs sur l'utilisation, au risque de provoquer des effets un peu délétères au niveau social, mais aussi au niveau économique, comme des pertes de temps ou autres. Ensuite, il aborde également le rapport à la globalisation qui met inévitablement en compétition des systèmes sociaux différents. Et il précise à quel point il est essentiel d'avoir justement des espaces de discussion sur le caractère fondé du travail tel qu'il s'accomplit dans un système particulier. Et enfin, il évoque de manière centrale les exigences écologiques de l'époque que nous vivons, qui poussent à reconsidérer les formes de travail actuelles au risque d'une perte importante de sens pour les travailleurs. Et ne pas empoigner les questions écologiques ne peut perdurer dans le temps, selon Christian Dutertre. Donc, tous ces éléments questionnent nécessairement le rapport subjectif des individus avec le travail. Que ce soit l'incertitude des effets ou de la pertinence de son activité, les travailleurs sont confrontés à une perte de sens de leur travail, mais aussi à un manque de reconnaissance qui conduit à une forme de souffrance ordinaire et à de réels risques pour la santé des travailleurs. Il est donc primordial de mettre en place ce que Christian Dutertre appelle une organisation réflexive. Donc, dans toutes les entreprises, institutions, et y compris à l'université. Donc, il s'agit de dispositifs ou d'espaces où les travailleurs peuvent discuter des fondements même de leur travail, d'accéder à ce qu'ils font réellement, le confronter, le mettre en débat avec des pairs. Cela permet de re-questionner le sens du travail et les doctrines sur lesquelles les travailleurs s'appuient pour faire face aux mutations structurelles de la société. Il précise également l'importance d'un expert ou d'un professionnel de l'animation de ces dispositifs pour parler du travail et maintenir le processus créatif en mouvement.
Ainsi, l'organisation réflexive, comme le propose Christian Dutertre, vise 3 objectifs, donc l'évaluation ou le renforcement de la coopération entre les travailleurs, la professionnalisation des acteurs, mais aussi ce qu'il appelle l'innovation servicielle, c'est-à-dire comment, en s'appuyant sur l'expérience du travail réel, cela permet de comprendre les enjeux de l'évolution des services et d'agir en fonction de manière heuristique. Donc, tout ceci conduit Christian Dutertre à considérer qu'il faut prendre sérieusement ces questions en formation. Donc, comment contribuer à des organisations réflexives, y compris dans les systèmes de formation, comment s'appuyer sur l'expérience des gens formés et comment confronter à ce qui apparaît juste ou pas, et en quoi, et de manière extrêmement centrale, en quoi ces discussions permettent également de questionner un certain ordre social et politique. Et puis voilà, du coup, je passe la parole à Nathalie. Nathalie. Merci Stéphanie. Nathalie, on t'écoute avec plaisir. Merci. Alors, peut-être que je vais réutiliser les 2 questions qui sont un petit peu au cœur du cycle de conférences. La première, c'était quelles sont les implications des transformations du travail pour la formation des adultes. Et la seconde, quelles pratiques d'intervention et quelles modalités de formation imaginées pour le futur. Et je vais reprendre ces 2 questions pour réorganiser, un peu structurer la conférence de Jérôme Rossier. Jérôme Rossier, si vous en souvenez, est professeur de psychologie du conseil et de l'orientation à l'Université de Lausanne. Et lors de sa conférence intitulée « Flexibilité de l'emploi, une orientation tout au long de la vie pour relever le défi de la déstandardisation des parcours professionnels », il a en quelque sorte commencé à explorer la première question, donc quelles sont les implications des transformations du travail, en faisant un petit zoom en arrière, en faisant un petit pas en arrière. Il a cherché à indiquer les facteurs à l'origine des transformations du travail qui, si elles ont toujours existé d'une manière ou d'une autre, se déroulent aujourd'hui de manière accélérée. Et il a parlé donc de facteurs macro-sociaux, on va dire, comme par exemple le vieillissement de la population, l'augmentation de certains flux migratoires, les évolutions technologiques et la digitalisation et l'automatisation dont on a déjà parlé, la globalisation des marchés, des connaissances, des échanges, les changements climatiques également, tout en insistant sur la variabilité évidemment de ces facteurs selon les contextes. Ces dynamiques macro-sociales ont des effets sur l'organisation du travail. On a déjà pas mal abordé cette question, ou plutôt sur la désorganisation du travail, la désinstitutionnalisation du travail. Et en particulier, on observe une augmentation de la précarisation, de la tertiarisation du marché du travail, des parcours professionnels donc moins linéaires, une augmentation de l'incertitude pour tous les acteurs du monde professionnel et une augmentation aussi d'emplois atypiques. On a beaucoup déjà parlé de l'ubérisation, voilà, avec ces emplois temporaires, etc. Donc une déstandardisation dans les termes de Jérôme Rossier, une déstandardisation des parcours professionnels. Il a pris l'angle du psychologue du conseil de l'orientation. Il a donc apporté une contribution, me semble-t-il, importante à la question des implications de ces transformations du travail, non pas directement pour la formation des adultes, mais pour l'orientation professionnelle de manière plus large. Et d'ailleurs, dans sa conférence, dans son discours, les 2 domaines étaient de fait très articulés. Il nous a donc rappelé combien l'orientation professionnelle se situe de manière historique aussi dans une réflexion de lutte contre les injustices sociales
et comment cette lutte se concrétise à travers des interventions concrètes aussi, des interventions qui sont dès lors très ancrées dans des enjeux de type politique. Et j'en viens donc à la deuxième question qui structure nos réflexions, quelle pratique d'intervention et quelles modalités de formation imaginer pour le futur. Et si on prend cette deuxième question, on peut indiquer quelques éléments comme ça de réflexion à partir de la conférence de Jérôme Rossier. Ce qu'il nous rappelle, c'est que les changements du monde du travail et du travail lui-même, qui ont été énoncés plus haut, ont évidemment des effets sur le type de population, les populations que rencontrent aujourd'hui les orientateurs professionnels, mais les formateurs d'adultes également, et sur leurs pratiques. Jérôme Rossier a beaucoup insisté sur le fait que dans ces nouvelles conditions, nouvelles entre guillemets, les interventions mises en place par les orientateurs professionnels, mais aussi par les formateurs, devraient être également repensées de manière à être davantage accessibles déjà, adaptées et contextualisées. En situation de transition professionnelle ou d'incertitude professionnelle, les personnes doivent pouvoir bénéficier d'une orientation professionnelle de qualité, une orientation qui ne se cantonne pas plus seulement à la transition telle qu'on la connaissait entre école et monde professionnel, mais qui prend en compte des personnes qui expérimentent ces transitions des transitions de différents types à différents moments de leur parcours professionnel et qui cherchent alors à offrir des prestations focalisées sur le renforcement de l'agentivité. Alors, il y a deux endroits, en tous les cas, où, à travers cette conférence, il y a des contributions à la question du sens, me semble-t-il, la question du sens du travail, du point de vue des personnes qui vivent ces transitions, la question du sens du travail qui est particulièrement chamboulée dans ces temps de transformation structurelle du monde du travail, renforcement de l'incertitude, dévalorisation de certaines activités professionnelles, qui vont de pair avec la précarisation et l'augmentation des situations de vulnérabilité. Ici, la question du sens peut être associée au domaine toujours plus important dans nos domaines aussi du travail décent, dont il a pas mal parlé aussi, et ces 4 piliers, l'accès au travail, la protection sociale, les droits du travail et le dialogue social. Et puis, un autre endroit où la question du sens apparaît également, c'est la question du sens de nos pratiques dans le cadre de l'orientation professionnelle, mais aussi évidemment de la formation des adultes, le sens de nos pratiques qui s'inscrivent de fait dans une perspective politique, d'émancipation des individus, mais aussi de justice sociale à des niveaux plus macro. Alors pour la formation des adultes, quels enseignements on peut tirer? On va en rediscuter, mais il me semble que ça amène à repenser aussi, à chercher à analyser, documenter ces lieux de délicatesse, de fragilité du monde du travail soumis à ces transformations sociétales. On en a déjà parlé tout à l'heure, avec les nouveaux métiers, l'ubérisation, etc. Mais il faut peut-être aussi déjà pouvoir les documenter, mieux les comprendre, et donc par là même aussi peut-être explorer le sens de l'expérience des transitions pour les personnes qui les vivent, et peut-être mieux comprendre aussi les défis et les ressources déployées par ces mêmes personnes. La mise en place aussi d'interventions adaptées, Jérôme Rossier en a parlé, mais avec la question aussi de nouveaux instruments, de nouveaux contextes aussi, en concertation avec les différents acteurs qui sont impliqués, dont les bénéficiaires. Et Germain tout à l'heure parlait aussi de ces interventions participatives qui peuvent être un lieu vraiment intéressant, un instrument de transformation. Et puis la question aussi du déplacement, les orientateurs professionnels, des professions là peuvent nous indiquer aussi, peut-être que nous, en tant que formateurs, on est un peu plus, disons, habitués à ce genre de déplacement, mais même spatiaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement travailler dans des cabinets, j'allais dire, dans des laboratoires, dans des institutions, mais plutôt aller auprès des gens, là où ils sont, pour rendre accessibles les prestations. Et puis articuler davantage peut-être encore dimension psychosociale, identitaire et de contenu pour soutenir l'orientation et le cas échéant l'entrée en formation. Et puis penser nos métiers de la formation en réseau, en intégrant de nouvelles formes de collaboration
avec les différents acteurs. Et puis, Jérôme Rossier nous a amené aussi l'idée voilà, de travailler aussi en collaboration, évidemment, avec les professionnels de l'orientation. Donc, la question du sens, donc en lien avec notre sous-thème, à mes yeux, ne peut être adressée qu'en référence et en relation avec la question de la responsabilité. Responsabilité aussi politique, on en a parlé tout à l'heure avec Germain, des professionnels, des chercheurs dans les domaines de la formation et de l'accompagnement de manière plus générale. Merci, Nathalie. Maryvonne, je te passe la parole. C'est bon, tous les micros sont... Voilà, alors je vais prendre la parole à mon tour donc, pour revenir sur ces questions du sens et de la santé à partir de la conférence d'Edith Favoreux, donc, qui a convié le public à partager ses réflexions et ses expériences de formatrice sur les conditions au bonheur dans les organisations, à partir notamment du bonheur national brut et de la théorie U, une invitation qui revient à mettre au centre l'expérience justement des acteurs sociaux, des actrices sociales, en incluant la dimension émotionnelle du vécu. Hein. Donc aussi justement cette centration sur l'expérience comme chez Jérôme Rossier. Et donc elle, c'est sous l'angle du bonheur qu'elle a abordé la question qui nous occupe dans ce deuxième moment d'échange. Et puis, alors... je ne vais pas, bien sûr, revenir sur les cadres conceptuels parce que ce n'est pas le lieu ici, mais peut-être quand même juste rappeler que quand Edith Favoreux parle du bonheur, hein, ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas un plaisir qui est limité dans le temps, variable d'un individu à l'autre et qui relèverait d'une liberté individuelle. Ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est-à-dire que tout au long de sa conférence, il y avait vraiment cette dimension aussi collective. Hein, et donc, le bonheur ici est conçu comme un état profond, véritable et durable, qui favorise la réalisation de nos aspirations profondes et le développement de notre plein potentiel, avec et dans le respect de nos relations aux autres, à la nature, à la planète et au bien commun. Donc, il y a vraiment cette articulation individuel, collectif, qui était vraiment au centre de son propos. Alors, quelles pratiques d'intervention et quelles modalités de formation imaginées pour le futur, hein, on parlait aussi avant de prospective. Alors, Edith Favoreux nous a plutôt nous invite à renforcer le pouvoir d'agir individuel et collectif, mais plutôt au présent, c'est-à-dire finalement sans attendre ou spéculer sur le futur, à partir du postulat que transformer le monde est non seulement nécessaire, mais possible. Et puis, donc dans cette perspective, il s'agit de créer les conditions qui favorisent l'acquisition de savoir, et puis surtout aussi leur incarnation et leur mobilisation situationnelle. Et Edith Favoreux expliquait qu'en fait, cela consiste à tenir, il y a vraiment trois dimensions qui sont importantes. Il y a la dimension personnelle, c'est-à-dire réaliser son plein potentiel, la dimension relationnelle, créer des espaces pour le développement des conditions au bonheur des différents acteurs et des différentes actrices dans leur contexte. Donc, ça revient un petit peu à cette question justement des espaces de réflexivité, d'échange sur le travail, et la dimension systémique, c'est-à-dire contribuer à la régénérescence et à la résilience des systèmes. Donc, il y a ces trois dimensions qui sont importantes. Ce qui est visé, c'est la subjectivation, qui est définie avec Étienne Bourgeois comme la finalité de toute entreprise éducative, autrement dit, le chemin par lequel l'individu qui apprend devient sujet. C'était vraiment central, justement, dans ce développement des compétences au bonheur comme plus-value de la formation. Et donc, les formations que Edith Favoreux met sur pied et qu'elle dispense visent à identifier justement des leviers de changement et à mettre en œuvre des processus transformatifs dans l'espace professionnel, autrement dit dans les organisations. Et puis, il y a pour ces transformations 4 points essentiels qu'elle a soulevés.
d'abord ce qu'elle appelle explorer le champ social de l'organisation ou de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas être en relation seulement dans une perspective d'analyse des besoins avec quelque part un seul répondant dans l'organisation, mais vraiment justement pouvoir s'adresser à tous les travailleurs et toutes les travailleuses, c'est-à-dire vraiment à l'équipe pour pouvoir comprendre les ressentis singuliers et collectifs des équipes de travail et non pas donc avoir juste un relais dans une organisation. Donc, cette exploration du champ social de l'entreprise ou de l'organisation. Deuxième élément fondamental, le temps. Alors, peut-être qu'on peut se dire que c'est un défi parce que, voilà, on vit dans un temps de plus en plus rapide, etc. Mais elle a beaucoup aussi insisté là-dessus et je pense que c'est un défi, mais je pense que c'est un élément important, car elle disait que chaque moment, justement, dans le processus de subjectivation, requiert en soi du temps. Et donc, comme elle disait, on doit réfléchir et se demander si on peut former, elle prenait l'exemple de former des managers résonnants en 3 jours. Est-ce que c'était possible, par exemple? Le troisième élément portait sur le champ de la formation des adultes et sa complexité et les implications justement de la complexité, c'est-à-dire qui exige de toujours trouver des équilibres entre être très spécifique sur des objets qu'on va approfondir, etc. Et en même temps, ne pas s'enfermer dans des éléments justement trop spécifiques ou trop spécialisés. Autrement dit, appréhender ce qu'elle appelle la complexité systémique du monde de l'organisation. Et puis, appréhender cette complexité, eh bien, ça exige aussi de cultiver l'interprofessionnalité, car elle disait aussi que même dans une organisation très sectorisée, il y a de toute façon différentes disciplines et différentes professions qui sont mobilisées et puis qu'il faut vraiment prendre en compte cette interprofessionnalité. Et le quatrième aspect, très important aussi dans ce qu'elle a développé, c'est la question de la posture du formateur ou de la formatrice. C'est-à-dire que pour Edith Favoreux, le formateur ou la formatrice doit lui-même ou elle-même être dans une posture d'apprenance continue. Autrement dit, la formation continue, ce n'est pas seulement pour les former, mais aussi justement pour les formateurs et les formatrices. Car elle disait qu'incarner une certaine, c'est-à-dire dans une logique la logique de transfert, excusez-moi, passe justement par l'incarnation lorsqu'on est sur des compétences en lien avec le savoir-être. Et donc, c'est surtout ces compétences-là aussi dont elle a parlé, développer les compétences au bonheur. Et donc, avec cette idée forte qui est donc ce quatrième élément, justement, d'incarner aussi justement une posture pour pouvoir garantir le transfert des compétences en lien avec le savoir-être. Et puis peut-être un dernier élément, pour revenir un petit peu sur cette question du temps, c'est-à-dire qu'elle a aussi beaucoup parlé à la fin de parcours d'apprentissage, et puis elle est revenue aussi justement sur cette perspective de coaching pédagogique pour pouvoir accompagner les personnes en train de se former, pour leur permettre de cheminer avec un temps significatif et signifiant, et puis d'essayer justement de développer différentes modalités d'accompagnement pédagogique. C'est très, très important pour faire le lien justement entre ce qui est appris et puis ce qui sera ensuite vécu quand on sera confronté justement dans des moments individualisés dans l'organisation. Et puis, peut-être pour terminer, puisque Nathalie évoquait cette question de très fortement présente chez Jérôme Rossier de la responsabilité, Edith Favoreux a aussi évoqué cette responsabilité en disant que, elle disait que quand on définit des objectifs pédagogiques, on devient responsable, on devient redevable. Et puis, elle trouvait important aussi justement de rappeler cette responsabilité pour savoir aussi comment est-ce qu'on peut garder cet équilibre et puis
calibrer des objectifs pédagogiques pour être à la hauteur justement de cette responsabilité des formateurs et des formatrices. Voilà. Merci Maryvonne pour ce dernier commentaire et aux deux autres collègues pour nous avoir fait revisiter ces 3 conférences. Il est déjà 19h03. Est-ce que ces questions de recherche de sens, de subjectivation, d'organisation réflexive amènent des commentaires, des renforcements, des questions de la part des participants? On laisse quelques minutes. On va sûrement aller jusqu'à 19h15 si la dynamique s'y prête. Donc, n'hésitez pas par le chat ou en demandant la parole. Une poursuite de réflexion, des commentaires. Il y a 2 commentaires sur le chat qui sont passés, Alain, je crois. Sur oui, effectivement, il y a une interrogation de Simon Flandin qui rappelle qu'il existe différentes disciplines qui sont dans une approche prospective. Et donc, qu'est-ce que pourrait être une approche prospective en formation dans l'idée de ne pas uniquement pouvoir s'adapter aux changements, mais peut-être être des moteurs de changements qui vont dans le sens que l'on souhaiterait. Donc, cette approche prospective en formation, qui souhaiterait peut-être commenter la question de Simon? Germain, tu as lancé la piste des ateliers prospectifs. Donc je pense que c'est en résonance avec ça, effectivement. Oui. Tu as un collaborateur qui s'occupe beaucoup de toi. Je n'ai pas de réponse préétablie. Ce que je sais, c'est qu'il y a des démarches de prospective. Il y a des gens dont c'est le métier et qui considèrent qu'il faut essayer de se projeter non seulement vers des futurs possibles, mais des futurs aussi souhaitables. Il n'y a pas que la question des futurs possibles, aussi la question des futurs souhaitables. Et qu'après, bon, il y a plein de démarches existantes. Hein. Par exemple, il y a des méthodes qui s'appellent la roue du futur. Il y a une méthode qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc qui consiste à faire un retour en arrière, c'est-à-dire se projeter le plus loin possible dans l'univers des possibles, et puis de revenir, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple plus simple, se projeter à 50 ans, puis ensuite, progressivement, revenir à 30 ans, 20 ans, 10 ans, pour être de plus en plus sur des pistes de réflexion et des transformations qui sont proches de nous et sur lesquelles on a des leviers d'action pour ensuite, éventuellement, arriver vers ce futur souhaitable qui a 50 ans. Mais je pense que ces démarches prospectives doivent à la fois articuler une analyse précise du travail actuel, de l'activité actuelle et ces méthodes de projection, c'est-à-dire que c'est un double mouvement qui ne doit pas être simplement prospectiviste par essence, mais qui doit aussi se préoccuper du travail réel actuel et donc d'être dans une tension entre l'actuel et ces méthodes de projection et à mon avis, le faire le plus possible de manière participative avec les gens concernés par ces transformations, évidemment. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. D'autres commentaires, peut-être sur d'autres dimensions de ces organisations réflexives, cette subjectivation, peut-être sur le bonheur, qui est un sujet qui alimente passablement de discussion. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, commenter, souligner? Il y a une question ici. Une question sur l'apport éventuel du design thinking en ingénierie de formation en incluant les futurs apprenants. Et je me permets d'enchérir avec une question, la mienne en fait, comment est-ce qu'on peut, j'ai bien entendu le plaidoyer de Germain sur le retour en grâce de l'éducation populaire et je suis vraiment dans ceux qui sont tout à fait convaincus, mais les acteurs de l'éducation populaire sont souvent pas très à l'aise ou très au fait ou très dans la mouvance de ces nouvelles technologies, de ce numérique, et comment est-ce qu'on peut imaginer cette réconciliation? Je le dis parce que les organismes notamment qui œuvrent dans la formation, l'éducation populaire et la formation de base ont eu des grandes difficultés de par leurs apprenants et apprenantes dans cette période-là, et je pense que ce sont des acteurs qui sont importants. Donc ça peut répondre peut-être à la question qui est aussi posée sur les futures ingénieries de formation. Je ne sais pas si une synthèse est possible dans la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des relances autour de
C'est vraiment s'il y a des personnes qui œuvrent justement dans ces univers et qui ont l'impression de faire de la prospective ou se posent vraiment des questions à plus long terme que la semaine prochaine ou l'année académique ou l'année scolaire suivante. Non. J'ai juste un petit commentaire et je ne sais même pas si c'est une ébauche de réflexion, mais c'est par rapport à cette dernière intervention et puis de choses que j'entends et que, comme les acteurs de l'éducation populaire et l'espace. Tout à l'heure, on a parlé des espaces, des nouveaux espaces de formation et en quoi le digital crée aussi des nouveaux espaces et des espaces aussi que puissent être des espaces d'agentivité, laisser aussi les possibilités qui sont ouvertes. Et je ferai encore le lien avec la posture incarnée par le formateur. Alors, je ne sais pas, envie de mettre un triangle entre des nouveaux espaces, des espaces qui se créent, comme il y a des espaces transfrontaliers, d'autres espaces, mais que la formation arrive ailleurs, à d'autres personnes, d'autres espaces, d'autres possibilités, que ces espaces soient des espaces du collectif et avec des formateurs qui incarnent cette posture-là, et voilà, que ce soit d'espace d'action, de pouvoir, je ne sais pas, c'est un peu comme ça. Merci de votre intervention. Vous êtes, sauf erreur, à Camarada, donc qui a aussi traversé cette période. Je souhaite que vous puissiez, que nous puissions aussi collectivement plus tard prendre le temps de sortir de l'urgence qu'on a par rapport à ce public-là pour aussi apporter une contribution à ces discussions. Et je salue Carole Brequel qui nous rejoint également de Camarada. Oui, je vous écoute depuis un moment, hein. Mais je travaille en parallèle. Donc... ouais. Merci de vos apports. Carole, tu veux rebondir sur ces éléments de transformation assez rapide et dans le fond d'une urgence qui s'inscrit de plus en plus sur ces publics et une course contre le temps, quoi. Moi, je dois dire que je me réjouis beaucoup de l'élaboration de notre rapport annuel d'activité 2020. Parce qu'effectivement, disons, par rapport à la fonction que j'occupe ici au sein de l'association en tant que responsable de formation, c'est vrai que mes journées, mon quotidien, il s'est complètement transformé. Attendez, je vais fermer la porte. Et j'ai été tout d'un coup amenée au mois de mars à faire de l'alphabétisation via WhatsApp parce que c'était le seul outil commun à l'ensemble de nos participants et encore. Pas tout le monde était connecté avec son téléphone portable, mais je dirais c'était juste pas possible. Disons, la plupart de nos participantes n'ont pas accès à un ordinateur ou s'il y en a un éventuellement dans le foyer ou dans l'appartement individuel, privé, familial, eh ben, il était monopolisé par les enfants qui étaient aussi en école à distance ou éventuellement par le mari. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à l'accès aux nouvelles technologies, je pense qu'on fait beaucoup de choses, on essaye on essaye de trouver des solutions. Comme il y a 15 ans, on avait créé un premier cours qui a toujours lieu d'ailleurs, qui s'appelle Alphatic Module, où les femmes apprennent à démystifier l'usage de leur téléphone portable. Et je pense qu'on continue encore maintenant à toujours essayer d'avoir une longueur d'avance. Ce qui nous préoccupe le plus maintenant par rapport à c'est vraiment ce lien avec les nouvelles exigences plutôt au niveau de la LEI et du fait que des publics qui n'ont pas d'habitus scolaire sont contraints de devoir passer des examens. Et ça, c'est le souci principal que l'on a parce qu'on voit que cette confrontation à un cadre formel de notre société, enfin de la société d'accueil
génère une tension supplémentaire et transforme aussi peut-être le rapport que l'on construit dans la construction du rapport au savoir, avec un stress et des enjeux qui ne sont plus forcément de l'ordre de la motivation personnelle, en fait. Et c'est extrêmement difficile d'apprendre sous la contrainte quand, au terme du processus, il y a la peur de perdre son droit de séjour, de perdre son permis ou le droit de rester en Suisse. Et là, on a besoin de soutien par rapport à cette problématique. Merci Carole pour… De conscience un peu plus globale dans le milieu de la formation, peut-être aussi de certains enjeux qui sont en train de s'opérer. Il y a certains des collègues ici qui sont au courant, mais voilà. Merci pour ce rappel et l'importance de ce message. Nathalie, je peux te passer la parole pour une petite conclusion. On arrive quasiment à 19h15, donc je pense que tout le monde va être pris dans d'autres activités et on aurait beaucoup de choses à dire, mais je te passe la parole, Nathalie, pour une conclusion. Tu ouvres ton micro. Quelle Nathalie? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est toi. Je pensais effectivement que Nathalie Delop pouvait peut-être prendre la parole pour une synthèse générale du cycle, mais en tous les cas, je voulais remercier parce que j'ai l'impression vraiment que le format qu'on a mis en place pour cette dernière séance, j'ai trouvé vraiment que ça avait du sens aussi à la fin de ce cycle tellement riche et que les discussions qui ont été développées ce soir nous permettent véritablement non seulement de faire une petite synthèse comme ça réflexive de ce qu'on a pu apprendre aussi de ce cycle et de ces conférences, mais aussi prospective, réutilisons ce terme, pour peut-être aussi d'autres endroits de réflexion. On voit bien à la fois qu'il y a des thématiques qui sont transversales et qu'on pourrait reprendre peut-être pour d'autres conférences, et puis pourquoi pas aussi de mise en réflexion sur des collaborations, sur un travail aussi. On voit aussi combien ces questions d'espace à la fois spatiaux, digitaux, digitalisés, mais aussi temporels, sont importants aussi à peut-être créer aujourd'hui, d'autant plus lorsqu'on est dans ce sentiment d'urgence dont on vient de parler. Donc, je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir été présentes ce soir et d'avoir ainsi participé à ces discussions. J'aimerais encore remercier les intervenantes et intervenants qui sont venus pour donner ces conférences. Je vois Edith qui est là encore ce soir, jusqu'à maintenant. Donc, Edith, je te remercie encore d'être venue à ces conférences, et puis évidemment, tous les autres et toutes les autres intervenantes du cycle, et puis vous, les participants qui ont donné comme ça autant de chair et de sens à l'ensemble de ce cycle. Alors peut-être juste parce qu'on ne va pas prolonger la discussion, mais peut-être juste pour vous faire envie, parce que ce RIFT, ce cycle de conférences du RIFT s'achève. Nous avons décidé au sein du bureau de ne plus, en tous les cas pour l'instant, organiser de nouveaux cycles de conférences autour d'une thématique. Par contre, il y aura évidemment des conférences, il y aura d'autres activités collective où, comme on l'a fait jusqu'à présent, le but, c'est véritablement de poursuivre la discussion avec vous toutes et tous. Donc, je vous donne rendez-vous déjà, si tout va bien, parce que cette conférence est un petit peu conditionnée à la crise sanitaire, mais si tout va bien, le 9 mars, nous serons ensemble autour et avec la professeure Mireille Sifali, que vous connaissez bien, qui souhaiterait, où on aimerait organiser ce qu'on pourrait appeler une espèce de table dialogique, de table de dialogue autour de son dernier ouvrage, Tenir parole. Et avec elle, autour d'elle, il y aura à la fois des personnes en lien avec le RIFT, peut-être, et d'autres personnes, puisque cette table de dialogue sera organisée conjointement avec une autre équipe de l'université, avec LIFE
en particulier. Et puis, une autre conférence, le 27, alors oui, je disais qu'elle était conditionnée parce que, évidemment, ce type d'événement a du sens lorsqu'on est ensemble. En tous les cas, c'est ce que Mireille souhaiterait, c'est qu'on puisse être en chair et en os avec elle. Donc, voilà, on verra, mais on vous donnera évidemment des informations d'ici là. Et puis, une autre conférence qui se profile à l'horizon du 27 avril, avec Cléa Fanico, qui nous parlera de la thématique promouvoir l'égalité et la diversité dans le monde professionnel et qui nous semble aussi tout à fait intéressant et propice à poursuivre les discussions. Au mois de juin et le 23 juin, si tout va bien là encore, il y aura une soirée, des conférences organisées autour d'un projet qui est en train de se mettre sur pied, autour de la thématique du travail décent, travail soutenable et éducation. Et là encore, on vous donnera évidemment les informations pour nous et vous préparer à cette rencontre. Puis pour l'automne 2021, on a déjà des idées, mais sans date encore. Une conférence de Sabrina Royer sur la thématique de la littératie numérique, qui fait vraiment écho à nos discussions de ce soir. Là, on voit bien combien ces choses-là sont importantes à thématiser. Littératie numérique pour les publics réfugiés dans l'enseignement supérieur. Et puis une conférence aussi de Philippe Carré qui viendra, qui nous parlera de son nouvel ouvrage « Pourquoi et comment les adultes apprennent ». Alors là, pas encore de date, mais on se réjouit de pouvoir vous les communiquer et que nous puissions nous retrouver lors de ces conférences. Je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très belle aussi fin d'année parce qu'on n'aura plus l'occasion de se revoir et surtout, évidemment, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.